Voilà, donc les deux questions qu'on va aborder. La suivante. Donc, juste avant de... Voilà, avant de... D'accord. OK. Voilà. Donc, juste un petit rappel pour resituer le contexte, hein. Moi, c'est souvent comme ça que je présente le système respiratoire. En fait, c'est un soufflet qui, au moyen de tuyaux, permet de faire rentrer et sortir de l'air pour les amener sur une énorme surface de 200 mètres carrés, que je désigne comme le terrain de tennis. En fait, suivante, les tuyaux, ce sont les bronches. Suivante. Suivante, le soufflet, donc c'est un petit peu plus compliqué. Ça va être à la fois le tissu pulmonaire, mais aussi on va dire le corps du soufflet, donc c'est tout ce qui est paroi thoracique. Et ce soufflet, il est actionné par des muscles qui sont les muscles respiratoires. Et puis enfin, on a cette zone d'échange gazeux qui est la particularité du tissu pulmonaire qui permet à l'oxygène de rentrer dans l'organisme, puis au gaz carbonique d'être évacué vers l'extérieur. Suivante, s'il vous plaît. Donc, dans les maladies neuromusculaires, on est sur une maladie des muscles respiratoires, donc qui va toucher le soufflet du système respiratoire. Et c'est pour ça aussi en pneumologie, souvent on parle de maladie de la pompe ventilatoire, hein. C'est une maladie mécanique, le soufflet est moins efficace. Suivante. Et donc là, si on regarde ce qui se passe au cours de la respiration, donc on a la phase inspiratoire, on fait rentrer l'air, suivante, qui va nous permettre, suivante, qui va nous permettre de faire entrer l'oxygène, puis sur l'expiration, d'évacuer le CO2. Et donc, dans la situation d'une maladie neuromusculaire, en fait, eh bien, on va avoir une moindre efficacité, donc moins d'air qui rentre et qui sort, donc qui va gêner l'arrivée de l'oxygène et l'évacuation du CO2. Suivante. Donc, c'est là-dessus que vont reposer les principes de prise en charge de l'atteinte respiratoire. Suivante, c'est d'essayer de rétablir une meilleure efficacité du fonctionnement du soufflet de la pompe ventilatoire. Suivante. Donc, sur la phase inspiratoire, qu'est-ce qu'on va utiliser? Ce sont des méthodes de suppléance pour essayer d'augmenter l'air qui va être insufflé. Suivante. Donc, c'est la ventilation mécanique. Suivante. Donc là, vous voyez, c'est le principe de la ventilation mécanique. C'est une machine qui est là pour aider le fonctionnement de la pompe ventilatoire du patient pour augmenter donc l'apport d'air qui est fait au moment de l'inspiration grâce à l'interface. Et sur la phase expiratoire, donc ce qu'on va pouvoir utiliser, c'est surtout sur les expirations forcées suivantes. Et donc, des techniques de suppléance, cette fois-ci, des muscles respiratoires. Donc, c'est toutes les techniques d'assistance à la toux. Donc, une fois mis en place ce préalable, donc comment on peut préserver la fonction respiratoire? Donc, il y a une première question, est-ce qu'on pourrait entraîner les muscles respiratoires? Et il existe, voilà, top. Il existe donc des techniques d'entraînement des muscles respiratoires. En général, c'est des petits dispositifs avec des résistances. Donc, en fait, on vous fait respirer contre résistance, soit à l'inspiration, soit à l'expiration. L'idée étant, comme ceci, d'entraîner le muscle comme on entraînerait le muscle d'un bras avec une haltère et d'essayer de gagner en force sur le muscle. Alors ça, quand on fait ça sur différentes maladies, ça permet d'avoir un effet à court terme. La problématique, on ne sait pas très bien quels sont les effets à long terme. Est-ce qu'il faut continuer pendant plusieurs mois, plusieurs années? Est-ce qu'il faut faire des séquences régulières de ce type d'entraînement? Et puis surtout, dans les maladies neuromusculaires, il y a une problématique qui est de savoir de l'intérêt de l'entraînement d'un muscle qui est malade. Est-ce qu'on n'est pas contre-productif? On ne serait pas contre-productif dans cette situation avec le risque de sur-solliciter le muscle et d'avoir un effet contradictoire. Et donc, c'est des techniques qui sont peu utilisées, pour lesquelles on a peu d'arguments dans les maladies musculaires. Suivante. Donc, deuxième piste, c'est de lutter contre l'enraidissement de la cage thoracique. Comme je vous ai dit, le soufflet, il a plusieurs composantes. Il a le tissu pulmonaire, hein, vraiment le poumon, la paroi thoracique qui se mobilise à chaque inspiration, à chaque expiration, et puis le muscle respiratoire. Or, si on sollicite moins une articulation, c'est une articulation à la cage thoracique, le risque, c'est potentiellement qu'elle s'ankylose et qu'elle fonctionne moins bien à force égale. Et donc, c'est sur ce principe-là qu'on se pose la question de l'intérêt de la mobilisation thoracique. Suivante. Alors là, peut-être le plus simple, ça va être de cliquer parce que j'en ai plusieurs. Donc ça, c'est une étude qui avait été faite chez différents patients neuromusculaires où on regardait entre le volume qu'ils pouvaient mobiliser sur une inspiration, qu'on comparait au volume qu'ils mobilisaient lorsqu'ils étaient assistés par une technique d'hyperinsufflation.
Suivante. Donc, on voit ici, c'est les lignes de normalité hein, dans les EFR. Donc, on dit que quand on est au-dessus de 80% de la théorique, c'est normal. Et on voit chez tous les patients en fait, que le fait de rajouter une assistance mécanique, ça permet d'améliorer le volume inspiratoire. Suivante. Vous voyez, suivante. Ouais, ça, c'est de la ligne d'identité. Et donc, c'est vraiment au-dessus. Ça veut dire que à chaque fois, eh bien, je vais chez tous les patients améliorer le résultat. Suivante. Et il y a même des patients qui n'étaient pas dans la zone de normalité avant, qui ont une capacité qui redevient normale lorsqu'on supplée les muscles respiratoires, mais ce sont plutôt des patients dont la maladie évolue à l'âge adulte, donc plutôt comme la myotonie dystrophique de Steinert. Et en ce qui concerne les myopathies qui se développent plus tôt dans l'enfance, au moment de la croissance, comme en rouge, donc c'est les dystrophies de Duchenne, et en bleu ensuite les amyotrophies spinales. On voit qu'il y a une amélioration, mais qu'on ne revient pas à la normale. Et donc, c'est un argument indirect pour se dire qu'il y a la perte musculaire, mais probablement aussi un rôle de la cage thoracique qui est peut-être plus rigide, moins souple, et sur laquelle on peut peut-être essayer d'agir par ces techniques de mobilisation. Suivante. Donc, suivante. Donc, un moyen de lutter contre l'enraidissement, ça serait d'utiliser la mobilisation thoracique. Et donc, classiquement, des dispositifs sont beaucoup utilisés en pédiatrie par relaxateur de pression. Et donc, le principe, donc vous en voyez un ici, et tout à l'heure, Christian pourra vous en montrer le fonctionnement pour ceux qui ne connaissent pas. C'est cette machine donc, avec une grosse turbine qui va détecter l'effort inspiratoire du patient et pour laquelle on va régler une pression d'insufflation maximale. Et en fait, dès qu'elle détecte l'effort du patient, la pression va augmenter progressivement, ce qui permet d'augmenter le débit et l'air qui va être inspiré jusqu'à ce qu'on arrive à la pression qui a été pré-réglée. Et à ce moment-là, la machine s'arrête. Et donc, ça permet de mobiliser une quantité d'air qui est beaucoup plus importante que ce que ferait le patient, même sur un effort maximum tout seul. Et donc, ça, c'est le principe de ces techniques, vous voyez, qui sont des techniques non invasives avec cette hyperinsufflation. Suivante. Le résultat de ça, c'est quoi? Ça augmente le volume insufflé. Donc, on mobilise de façon plus importante la cage thoracique, mais aussi le tissu pulmonaire. Ça, c'est une autre complication possible. Comme on mobilise moins, c'est que le tissu pulmonaire, par endroits, puisse se tasser un peu, puisque sur une moindre sollicitation, il puisse y avoir ce qu'on appelle des troubles de ventilation. Donc, trop vite, si on veut repartir en arrière. De moins mobilisation. Donc, ça permet de potentiellement agir sur ces deux facteurs qui peuvent contribuer à aggraver la fonction respiratoire. Donc les premiers, il y a eu des études qui ont été faites, assez peu. Les premières étaient plutôt contradictoires suivant les populations. Il y a des patients neuromusculaires, des blessés médulaires, donc avec qui étaient positives, d'autres négatives, mais la plupart d'entre elles sur des effets assez courts, parce que c'est aussi le problème, c'est-à-dire si j'utilise ça sur 2 ou 3 mois, est-ce que ça fait quelque chose? Sur 2 ou 3 ans, est-ce que ça fait quelque chose? Et donc on a quelques études suivantes qui montrent que quand on a un délai, donc là vous voyez c'est 100 mois de délai, ici c'est 2 ans aussi d'études avant et après de la fonction respiratoire. Au trait rouge, c'est l'introduction des techniques de mobilisation thoracique avec un impact quand même sur un délai plus long sur la fonction respiratoire avec une diminution de la décroissance de la fonction respiratoire. Et donc, ça semble être des techniques intéressantes pour essayer de préserver la fonction respiratoire. Et là-dessus, je pense que notre opinion, elle a changé au cours des 15 dernières années. Parce qu'à 15 ans, moi, quand j'ai démarré, c'est vrai qu'on ne savait pas trop quoi faire des relaxateurs de pression chez les patients qui arrivaient à l'âge adulte. Et on commence à avoir des arguments comme ça. Alors, ce n'est pas des grandes études avec 500 patients, mais quand même quelques arguments pour se dire qu'il y a sans doute un intérêt à maintenir de la mobilisation thoracique. Suivante. L'avantage aussi de ça, c'est que ça constitue en soi aussi, on fait d'une pierre deux coups, c'est aussi une technique d'assistance à la toux. Puisque lorsqu'on va faire l'hyperinsufflation, on augmente le volume inspiratoire, ce qui permet d'améliorer, là vous voyez ici les patients de façon spontanée et ici avec le relaxateur de pression, ce qui leur permet d'augmenter le débit expiratoire de pointe et donc potentiellement l'efficacité de tout. Donc cet appareil, il peut avoir cette double finalité dans la prise en charge des patients. Suivante. Et enfin, toujours sur la mobilisation, vous voyez que ce freinage de la décroissance de la fonction respiratoire, on l'observe aussi sur une autre finalement technique de mobilisation thoracique qui est la ventilation mécanique. Ici, vous voyez l'introduction de la ventilation mécanique qui a un effet
positif, enfin, on va dire, qui freine la pente de décroissance de la fonction respiratoire, alors qu'on n'a pas d'effet franc sur les pressions, c'est-à-dire la force des muscles respiratoires. Donc, c'est probablement effectivement sur un effet pariétal sur la paroi thoracique et par la mobilisation thoracique. Donc ça, encore une fois, c'est plutôt indirect, mais c'est aussi un argument pour se dire c'est des techniques qui sont intéressantes, d'autant plus que le patient n'est pas ventilé, puisque dans cette situation-là, il n'y a pas de sollicitation de la cage thoracique. Là où se peut se poser la question si c'est pas redondant, c'est une fois qu'on arrive à la phase de ventilation, puisqu'il y a un effet aussi de mobilisation thoracique de la ventilation. Suivante. Dernier point, c'est aussi prévenir les complications respiratoires, en particulier infectieuses, puisque ce sont des épisodes qui, à la phase aiguë, peuvent être à l'origine d'une dégradation de la fonction respiratoire, dont le patient peut plus ou moins bien récupérer, d'où l'intérêt des vaccinations, la grippe, le pneumocoque, et c'est aussi pour ça que l'accès à la vaccination à la Covid-19 a été mis en priorité sur les populations d'insuffisance respiratoire aussi pour prévenir ces effets délétères. Et associé à ça, je dirais, la détection et la mise en place précoce de techniques d'assistance à la toux pour aider les patients dans des périodes d'encombrement, de manière à ce qu'on n'ait pas de dégradation importante et qu'on essaye d'éviter au maximum les décompensations respiratoires aiguës qui peuvent avoir un effet négatif d'accélération sur la dégradation de la fonction respiratoire. Suivante. Donc après cette première partie, alors je ne sais pas comment vous vouliez faire, si vous voulez qu'on réponde à des questions maintenant. Et puis voilà, donc est-ce que c'est des techniques que vous connaissez, que vous utilisez? Ça, c'est clair. Enfin, c'est la oui, pardon, oui. Donc, on posait la question des effets secondaires potentiellement de ces techniques d'hyperinsufflation. Donc, effectivement, l'utilisation de ces techniques, ce sont des techniques où on va mettre une pression positive. Le risque, comme dans toutes les techniques, on met une pression positive dans le thorax, c'est qu'on puisse avoir une complication atypique de ce qu'on appelle en médecine du barotraumatisme, c'est-à-dire le pneumothorax avec un décollement de la plèvre. Dans notre expérience collective, ça fait partie je dirais des complications théoriques. On a assez peu c'est assez rare quand même, sachant que c'est là où il faut aussi avoir des kinés expérimentés parce qu'il faut rester sur des niveaux de pression. C'est des choses qui sont réglées de façon empirique avec le ressenti du patient sur la mobilisation du thorax et il faut rester à un niveau raisonnable de pression. Je vous donnerai un exemple, c'est-à-dire que par exemple, les Américains, quand ils utilisent de l'inexsufflateur, du cough assist, des gens comme John Bach qui va recommander de monter jusqu'à des pressions de 60 cm d'eau. Nous, ça nous paraît excessif pour plusieurs raisons, parce qu'on n'est pas sûr que ça soit plus efficace quand on monte à des niveaux de pression et qu'on trouve que ce sont des niveaux de pression élevés d'insufflation. Et nous, on va recommander de rester à des niveaux de pression plus modestes pour essayer d'éviter les complications. Non, non, parce que ça peut générer une surpression. Le tissu pulmonaire, c'est un peu comme une dentelle, enfin des petites bulles qui vont s'expandre à l'inspiration et puis après se refermer à l'expiration. Si vous mettez trop de pression dedans, vous pouvez faire éclater une petite bulle et créer donc un passage d'air dans la poche qui est entre le poumon et le thorax, qui est une poche sous vide, qui s'appelle la plèvre. Et à ce moment-là, le poumon se décolle du thorax et ça s'appelle un pneumothorax. Ça fait partie des complications qu'on peut avoir quand on met une pression positive dans le thorax, mais après ça dépend du niveau de pression qu'on met aussi dans le thorax. Donc c'est pour ça, que je pense l'expérience des personnes qui vont régler, ces machines, que ça soit le cough assist, le relaxateur de pression, est importante. D'avoir des niveaux de pression en tête qui, semblent pas raisonnables de dépasser, parce que ça va, exposer de façon croissante à des risques de barotraumatisme, de complications de ce type. Et par exemple, moi, tous les kinés experts que je connais ne montent pas au niveau de pression, par exemple, que ceux que va recommander quelqu'un comme John Bach. On ne va pas jusqu'à 50 ou 60 cm d'eau. On dépasse rarement, enfin 30-40 maximum. 30, ça paraît peu. C'est des niveaux qu'on retrouve aussi dans les ventilations mécaniques au long cours, qu'on peut retrouver. Voilà. Ouais. Pour les enfants, oui, les réglages habituels, c'est -30 et +30.
mais on peut monter jusqu'à 40, moins 40, plus 40 et pour les enfants, c'est un petit peu moins. C'est 20, 20, voilà. S'habituent à la sensation. Pardon, souvent ils commencent plus bas pour s'habituer à la sensation, puis ils vont régler avec l'efficacité de la technique cliniquement, c'est-à-dire comment le patient se sent en termes d'insufflation, de sollicitation du thorax. Et parfois, ils vont rester à 20 ou 30 ou 40. Mais moi, je n'ai pas le souvenir qu'on ait dépassé 40. Et puis nous, les anglo-saxons, ils disent qu'il faut faire la même pression à l'insufflation et à l'exsufflation. Alors là, je dépasse le relaxateur de pression, hein. Je parle des inexsufflateurs comme le cough assist. Nous, en France, c'est assez fréquent qu'il y ait une dissociation s'il arrive à avoir une certaine pression d'insufflation et de moins monter sur l'insufflation pour permettre une bonne insufflation, mais sans monter excessivement, quitte à avoir une pression d'exsufflation qui est plus importante. Le risque, il est au moment où on gonfle le poumon. D'accord? Parce que c'est là où on met une pression qui est dans la bulle, la petite bulle alvéolaire au niveau du poumon. Alors la question donc c'était de dire est-ce que c'est la même chose comme lorsqu'on ventile, qu'il y a des ouvertures de bouche et qu'on va augmenter la pression? Alors je vous dirais oui et non. Non, quand on est sur un mode de ventilation qu'on appelle barométrique, où la première consigne que donne nos ventilateurs, c'est un niveau de pression. Parce que là, quoi qu'il arrive, votre ventilateur, même en cas d'ouverture de bouche, il ne va pas dépasser le niveau de pression que vous avez réglé et qui sont la grande majorité du temps, bien en dessous de 30 cm d'eau. D'accord. Ce qui se passe au moment de l'ouverture de bouche, comme c'est une turbine, elle va essayer de compenser, c'est-à-dire qu'elle va tourner plus vite pour maintenir le niveau de pression. Elle va augmenter par conséquent la quantité d'air qu'elle délivre, mais sans dépasser le niveau de pression. Et donc, c'est un avantage des modes qu'on appelle barométriques parce qu'ils vont compenser au moins en partie. Je vous ai vu tout de suite, je vous laisse la parole. D'accord. Au moins en partie, la perte d'air qu'on a par ces fuites. Okay. Ça, c'est les modes barométriques. Les modes volumétriques, donc là, effectivement, pour compenser, on va peut-être mettre un plus grand volume, mais c'est là où ce qui va être important, c'est le réglage de l'alarme de pression. Il est important à 2 titres, parce que ça peut être une alerte sur une obstruction, mais aussi parce qu'avec les nouvelles machines, la machine, elle va pas pousser au-delà. Quand on avait l'éole, avant, qui était un piston, eh bien, on lui disait, tu envoies 500 millilitres et tu pousses ce qu'il faut. S'il dépassait la consigne de pression maximale, il nous prévenait avec l'alarme et il continuait à pousser. Les nouveaux ventilateurs, en fait, quand ils arrivent, mettons, on met une alarme à 40, eh ben, à 40, ils s'arrêtent de pousser. Mais ils mettent l'alarme, mais ils ne vont pas pousser à 50 ou 60 pour délivrer l'air. Donc, ils s'arrêtent de pousser. Donc, on a quand même des garde-fous par rapport, parce que là, la question que vous me posiez, c'était par rapport à la ventilation. Donc, dans la ventilation, on a différents garde-fous pour ne pas dépasser ces niveaux de pression de façon intempestive, je dirais. La question en ligne? Elle est compliquée, alors je suis obligée d'aller la lire. Alors, on y va. La question est la suivante. Qu'en est-il des hyperinsufflations et du RGO? Quels sont les réglages recommandés dans ce cas? Mon fils a comme réglage pression expiratoire à 20 et 15 litres par minute et 0 en PCMH2O. Il y a une photo. Moi non plus. On peut pas l'afficher. Donc, on demande l'hyperinsufflation et RGO, c'est-à-dire le reflux gastro-œsophagien. Quels sont les réglages recommandés dans ce cas? Et donc là, le jeune homme a comme pression d'insufflation 20 cm d'eau avec 15 minutes et 0. Alors je suis désolée, je vois pas le.
Voilà, alors ça, moi, ce que je vois, c'est un réglage de Cough Assist où effectivement la pression d'insufflation, elle est moins élevée que la pression d'exsufflation. Alors, peut-être que Christian va pouvoir répondre. Il n'y a pas de. Alors ça, c'est un des problèmes du relaxateur de pression, c'est qu'il n'y a pas des façons standardisées de le régler. Ça reste du domaine de l'expert. Nous, on est en train d'essayer de faire un travail sur notre site pour essayer de standardiser un peu la façon de régler le relaxateur de pression. Donc, oui, on peut imaginer que ça va favoriser parce qu'on fait une grande insufflation d'air et donc ça peut rentrer dans l'œsophage, surtout s'il y a une faiblesse avec un reflux gastro-œsophagien. Par contre, il n'y a pas de recommandations qui permettent de se guider dans cette situation. On va être sur du clinique, c'est-à-dire essayer de trouver là où on peut avoir une insufflation sans aggraver de façon importante le reflux. Je laisse la parole à Christian. Oui, dans ces cas-là, on va jouer sur le débit. On va essayer de mettre des débits pas trop forts pour qu'il y ait un flux laminaire, qui ne soit pas turbulent et que le flux d'air passe dans le bon trou. Voilà. Pour que le flux d'insufflation, en fait, c'est la pente. Il y a quelqu'un aux commandes ou pas? Non. Juste pour repasser en arrière dans les diapos. Enfin. Encore. La suivante, pardon. La suivante. Voilà, c'est ce que veut dire, c'est la pente, la vitesse à laquelle ça va monter à la pression. Parce que du coup, c'est plus ou moins violent, enfin quelque part, c'est plus ou moins rapide. Plus c'est rapide, plus il y a de risques que ça passe vers l'œsophage qui est juste derrière, et donc d'augmenter les risques de ballonnement éventuellement ou les risques de reflux gastro-œsophagien. Donc c'est ça, donc ça voudrait dire de faire une pente plus lente ici pour que ça soit un peu moins, mieux supporté au niveau de l'œsophage. Oui. L'alpha 200, c'est quelle technique, hein? Parce qu'on n'en a jamais abusé à la maison, ni du burn. Deuxièmement, nous, pour le coup fasciste, on a eu des problèmes pour apprendre à le régler considérables, parce que quoi qu'on en dise, les kinés de ville ne sont pas formés, ne connaissent pas. Et ils ne veulent pas le faire. Il a fallu que je menace le service pneumologique de Reims pour que enfin j'ai eu 1 heure avec la kiné du service qui m'a appris. Et elle m'a appris la chose la plus importante. Vous réglez jour par jour en fonction de ce que vous demande votre fils. S'il veut plus, vous mettez un peu plus, vous restez dans tel cadre. S'il veut moins, vous mettez moins. S'il veut plus de temps, vous mettez un peu plus de temps. Moi, je vous donne le cadre maximum. Après, vous faites votre soupe tous les jours. Et pendant une bronchite, s'il faut changer tous les jours, eh bien, vous changez tous les jours. Mais ça, pour avoir les infos, c'est très, très, très compliqué. Et je dirais à monsieur Malater qu'à la limite, une fuite en expiration, lui, il est trachéotomisé, il fuit souvent à l'expiration, on aurait tendance à dire qu'on s'en fout. Parce que l'air, elle est rentrée dans les poumons, elle a fait son boulot, elle ressort comme elle peut. Et que c'est pas la peine de se rendre malade là-dessus. Et Julien avait une troisième question, c'est comment on fait pour former les médecins et pour avoir des réglages corrects et très fins sur les astrales, parce que l'astral est une merveilleuse machine, mais pour avoir les bons réglages, c'est pareil, c'est très, très, très compliqué. Il n'y a aucune formation des médecins. Alors, pour répondre, première question, Alpha Bird, ce sont des relaxateurs de pression. Donc, ce type de machine que je vous ai montré avec un trigger, la pression va monter plus ou moins rapidement en fonction du débit qui est réglé et va s'arrêter à un seuil de pression qu'on pré-règle, d'accord, qu'on pré-règle avec le patient en faisant une séance. Pour l'accessibilité, mais je ne peux aller que dans votre sens. Et donc, c'est une grande difficulté parce que ce sont des techniques qui requièrent une certaine expérience et on a de grosses difficultés pour le relais, on va dire centre expert, ville, et pour trouver des kinés qui soient formés. Bon, ça, il faut quasiment dire c'est quasiment impossible, ou des kinés qui s'intéressent à la formation. Donc, 2 pistes. Donc, nous, on essaie de travailler là-dessus. C'est de se dire, il faut former, comme vous le dites, l'entourage. Parce qu'en vrai,
après, c'est l'entourage qui est confronté avec le patient à la période d'encombrement. Et effectivement, c'est de savoir se servir de ce type de dispositif. Sont d'essayer d'avoir quelque chose, une formation qui permette aux patients, à l'entourage de s'approprier la technique. Deuxièmement, alors ça c'est un travail qu'on essaie de faire parce que quand même c'est un des avantages du Covid, c'est tout ce que ça a permis en termes de téléconsultation et de potentiel en télésuivi. Donc par exemple, on travaille avec une autre équipe, on est en train de travailler sur un projet pour voir comment on pourrait utiliser ça pour qu'une fois que le patient et son entourage rentrent à domicile, on puisse avoir des séances, vous voyez, avec un kiné expert, soit du kiné du patient, soit de la famille pour revoir les techniques une fois qu'ils sont retournés à domicile, parce qu'on a plein d'informations quand on arrive au moment où le dispositif est prescrit. Et donc, oui, bah c'est avec un kiné qui travaille avec nous, mais donc on est sur des projets comme ça. Je pense qu'il y a probablement quelque chose, parce que pour illustrer, Christian témoignera de ça. Il a essayé il y a quelques années avec Jésus Gonzalez. À l'époque, ils avaient fait le tour de France des kinés pour essayer de diffuser comme ça l'information. Et il y a plusieurs problèmes à ça. C'est-à-dire que c'est un kiné qui va avoir un patient de ce type-là. Donc là, ça dépend de la disponibilité, de l'intérêt du kiné. Il y a des kinés qui s'investissent beaucoup en ville et puis qui vont vraiment se former pour pouvoir bien prendre en charge le patient. Mais on sait que même quand les techniques sont disponibles, c'est une grosse difficulté en termes d'accessibilité. Dernière question, où il y a la fuite. Alors la fuite, ça dépend s'il y a l'inspiratoire, expiratoire. Effectivement, fuite inspiratoire où il y a trop de fuite, c'est là où ma ventilation peut ne pas être assez efficace. Si ce n'est qu'une fuite expiratoire, tant que le patient a été ventilé, c'est OK. Mais c'est là, ça va dépendre en fait de l'efficacité de la ventilation parce que les fuites, elles peuvent être inspiratoires et expiratoires. Bien sûr. Chez moi, c'est le kiné du prestataire de matériel médical qui m'a formée. Donc ça, c'est une autre piste aussi. Encore faut-il que le prestataire ait des kinés et des infirmières. Voilà. Donc ça, on est d'accord. Donc la question. Alors, viens avec moi, parce que ça tourne, ça va. Donc j'ai oublié C'est celle-là? Voilà ces réglages de coffre. Mais par contre, on voit pas la question. Si vous pouvez redescendre un tout petit peu. Ces réglages, là, c'est 20. Ah. Le temps aspiratoire à -1. Non, mais c'est en dessous, là. Il faut que ça descende un tout petit peu pour qu'on puisse voir le stop. Alors, c'est l'alpha maintenant. Ouais, ça, c'est l'alpha. Il est à 20 et Il a 15 minutes. Et 20. Vas-y. Alors ça, c'est des réglages qui sont standards, on va dire. C'est pas très fort. Ça fait pas une grosse hyperinsufflation. Personnellement, moi, je mettrais un petit peu plus. Hein. Mais voilà, -20, ça dépend. Alors si c'est un enfant, si c'est voilà. En plus, voilà, comme dit Hélène, s'il a un RGO, c'est peut-être pas la peine de faire plus. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Il faut limiter et les pressions et le débit et le flux aérien. Donc là, ce sont des réglages en tout cas qui, comme ça, ne sont pas du tout délétères. Enfin, ne peuvent pas vraiment être délétères. 22 ans, donc bah oui, donc je sais pas. Là, le trigger, il est -1, donc c'est bien. Chez donc les neuromusculaires, il faut avoir un trigger, c'est un seuil de déclenchement faible. -1, des fois, c'est trop faible, c'est-à-dire que ça il y a un autodéclenchement parfois. Donc nous, on met plutôt -2, mais enfin -1, si ça fonctionne, c'est bien. Le débit 15, c'est. La question, c'est est-ce qu'il y a de la Non, c'est un autre. C'est pas celui qui a les problèmes de RGO, c'est un autre. Ah oui, alors est-ce que ça peut aggraver ces symptômes? Bon, 15, moins c'est difficile parce qu'après ça va augmenter le temps inspiratoire, donc il va avoir, c'est-à-dire que l'insufflation va être plus longue. Au bout d'un moment, on peut pas, hein, il y a un temps inspiratoire limite. Hein. Donc ça, il faudrait voir le patient parce que c'est vraiment très individuel. Il faut vraiment, comme disait Hélène, c'est vraiment l'expertise du kiné, du patient, de la famille. Famille Miclet, vous demandez, ils sont super spécialistes. Et quoique l'alpha, ils l'ont jamais fait, l'alpha. Et pourtant, Hélène vous a montré tout à l'heure qu'il y avait une certaine efficacité.
Mais là, je suis tout à fait honnête avec vous, hein. C'est-à-dire qu'on a changé aussi d'opinion sur les 15 dernières années par rapport à moi quand j'ai commencé et maintenant, on n'a plus le même regard pour les adultes sur les techniques de mobilisation thoracique par rapport aux connaissances qu'on a accumulées sur les 15 dernières années. Et je vous dis, au début, nous, on ne savait pas quoi en faire pour les adultes. Et maintenant, moi, je vais réintroduire des relaxateurs de pression chez les adultes qui ne sont pas ventilés. Oui, des alphas, ouais. Alors par contre, on va passer la deuxième partie, puisque c'était la deuxième partie que vous souhaitez aborder, donc sur les indications actuelles de la trachéotomie. Donc on va avancer sur les diapos. Encore. Là, voilà, oui. C'est eux qui sont la cible, parce que je vous ai montré la ventilation, elle a un effet de mobilisation quand même. Donc, par contre, ceux qui n'ont pas de ventilation, ils n'ont aucune prise en charge respiratoire. Donc, moi, je discute avec eux, c'est dans l'optique de faire de la kiné, mécanique, quoi, en fait. Donc, suivante. Même éventuellement au masque, c'est-à-dire là en bout s'ils ont suffisamment de préhension buccale. Voilà. Donc, deuxième question qu'on m'avait posée, c'était les indications de la trachéotomie dans le cadre de la prise en charge d'insuffisance respiratoire. Donc, juste là encore, des tout petits rappels. Suivante. Donc, c'est la première technique, la ventilation sur trachéotomie. Ça a été la première technique qui a permis de faire de la ventilation long cours et de faire rentrer les patients à domicile dans les années 60-70. Donc ça, c'est un élément important, parce que c'est comme ça qu'on a commencé la ventilation à domicile. Et ça, c'est les premiers résultats de Dominique Robert, de l'équipe de Lyon, qui était très précurseur dans ce domaine, qui ont montré que les populations qui en bénéficiaient le plus, c'était les patients qui avaient des séquelles de poliomyélite et les patients qui avaient des myopathies. Suivante. Et puis, au cours des décennies qui ont suivi, c'est à partir des années 80, là où est apparue la ventilation non invasive, initialement dans le cadre de la prise en charge du syndrome d'apnée du sommeil, puis qui a été étendue à l'insuffisance respiratoire, on a amélioré ces techniques progressivement avec l'amélioration des ventilateurs, des modalités de ventilation, et puis la multiplication des interfaces qui ont permis de résoudre des problématiques. Donc là, vous voyez, c'est bon, j'ai pas tout mis parce qu'on a quand même beaucoup de masques sur le marché, mais beaucoup d'interfaces qui permettent de faire varier les appuis. Et puis, pour la dépendance à la ventilation par pièce buccale qui a été un élément extrêmement important. Suivante. Ouais. Alors, Manuel, donc, qui a des fuites au masque avec des apnées résiduelles la nuit. Alors, il y a plusieurs éléments. Ça va dépendre du masque. Donc, nous, on va essayer de voir, par exemple, vous voyez les masques narinaires, sous-narinaires, là, souvent avec les pressions de ventilation comme le premier là, et le cinquième, avec les pressions de ventilation. Parce qu'il faut comprendre que beaucoup de ces masques sont développés pour les apnées du sommeil où les niveaux de pression sont plus bas. Donc, on va monter le niveau de pression, ça peut générer plus de fuites. Donc, on va essayer de trouver d'autres interfaces, peut-être plus adhérentes comme ceci. Donc, peut-être changer le masque. Ensuite, il faut voir une fois pour corriger les fuites. Souvent, c'est des fuites par ouverture buccale. Et c'est là qu'on va être bloqué parce que pour des raisons de sécurité, et ça, je pense que tous les patients pourront en témoigner, on est très réticents à passer sur des interfaces faciales pour empêcher l'ouverture buccale. Ça dépend des patients. Il y en a beaucoup qui ne veulent pas parce qu'ils disent qu'ils ne peuvent plus appeler et ça va dépendre voilà, donc ce que j'allais dire, donc il y a des petits moyens comme d'utiliser une mentonnière et après là-dessus, il y a des petits trucs. Par exemple, il faut mettre la mentonnière en dessous du masque parce que quand vous le mettez par-dessus le harnais du masque, ça va glisser, ça a tendance à glisser. Donc, ça peut être un petit moyen qui permet de réduire les fuites. Donc, se poser la question de l'interface et puis après de l'utilisation potentiellement d'une mentonnière qui permet de maintenir le menton. Parfois, ça ne marche pas parce qu'il continue à avoir, ça va faire ça va fuir au niveau de la bouche, mais c'est un des moyens. Donc, ces différentes techniques suivantes, donc on a amélioré l'efficacité de la ventilation non invasive, même chez les patients qui ont des gros besoins en ventilation. Et donc, ça a permis de faire reculer progressivement l'indication de la trachéotomie. Suivante. On n'est pas souvent d'accord, mais là-dessus, tout le monde est d'accord. En ventilation, c'est la ventilation non invasive en première intention. Et donc, suivante, est-ce qu'il reste
trachéotomie. Alors du coup, le travail m'a été beaucoup simplifié parce qu'il y a eu un gros travail d'experts qui a été fait il y a 2 ans sous l'égide de la HAS, c'est la Haute Autorité de Santé, qui a demandé donc à un groupe d'experts de travailler sur la place à la demande. C'est une question qui a été posée par l'AFM et donc la HAS a retenu cette question et donc a soutenu ce travail sur la place et la gestion de la trachéotomie dans le cadre de la dépendance ventilatoire chez les patients qui ont des maladies neuromusculaires lentement évolutives. Suivante. Cette question est posée et donc l'HAS va générer un groupe de travail avec des experts de plein de disciplines différentes, des pneumologues, des réanimateurs, des pédiatres, des neurologues, des ORL, des orthophonistes, etc. Et donc ils vont faire une revue extensive de la littérature, voir tout ce qu'il y a comme preuve et revoir tous les articles pour se dire quels sont les niveaux de preuve qu'on a pour telle et telle question. Et puis, là, on n'a pas des niveaux de preuve, quelles sont les pratiques qui sont faites et se mettre d'accord sur des recommandations. Une fois que ce premier travail est fait, il va y avoir un groupe de relecture. Vous voyez, ça, c'est tout le groupe de relecture. À nouveau, des médecins de plein de spécialités. Il y a des patients, il y a des gens des associations qui vont commenter, dire on est d'accord, pas d'accord. On va réaffiner le texte avec ces avis d'experts pour essayer d'arriver à des recommandations. Et donc, c'est un travail, ça prend 2 ans à peu près. Et donc, ça, c'est libre d'accès. Il suffit de taper, vous tapez trachéotomie neuromusculaire HAS, vous allez trouver tout de suite le texte intégral, il y a 45 pages. Suivante. Et ils ont travaillé, on a travaillé parce que Christian et moi, on a fait partie du groupe sur quelles étaient les indications actuellement reconnues. Puis après, une fois qu'on parle de la trachéotomie, comment on recommande de faire les choses et comment gérer du moment où c'est décidé de l'intervention pour les suites pour la trachéotomie, pour essayer d'avoir les recommandations les plus actuelles pour aider les centres plus ou moins experts. Là, j'ai surligné, vous voyez que ce qui ressort en premier, ce qui est mis en premier, c'est que c'est une décision concertée, que la trachéotomie, ça ne se décide qu'en cas de consentement du patient dans son projet thérapeutique et dans son projet de vie. Et après avoir été informé clairement sur les possibilités en termes de techniques invasives, certes, mais également non invasives. Elle n'est jamais proposée en première intention. Et il faut d'abord avoir essayé d'optimiser au maximum la ventilation non invasive en insistant qu'il faut y associer les techniques d'assistance à l'atout. Parce que vous verrez que dans les critères d'indication, c'est aussi les surinfections, les problèmes d'encombrance, surinfection à répétition. Donc, il faut déjà avoir été au maximum de ce qu'on pouvait faire avec tout ce qui était non invasif avant d'envisager cette solution. Et donc, une fois qu'on a vraiment essayer de faire au mieux pour améliorer au maximum la ventilation non invasive. Donc, les experts, ils ont identifié 2 types de situations où on pouvait proposer ou on retrouvait l'indication à la trachéotomie. La première, c'est une impossibilité mise en de. D'accord. Donc, c'est la possibilité ouais, ça marche. Donc, une technique pour remettre. Si vous pouvez me remettre le cadre au milieu parce qu'il va disparaître quand vous allez. De quoi? Parce qu'il m'avait sorti le cadre de la diapo. Non, ressortez. Il faut déplacer le cadre parce qu'en fait, vous me l'avez décentré là. Voilà, super. Allez, c'est bon. Donc, les impossibilités, c'est quoi? C'est le refus. Ça arrive parfois. Il y a des patients qui disent je ne veux pas continuer la ventilation invasive, je ne veux pas avoir le masque toute la journée ou la pipette, etc. Et je préfère aller directement à la trachéotomie. L'intolérance de la ventilation invasive, des troubles comportementaux ou cognitifs qui ne permettent pas de faire dans de bonnes conditions la ventilation. Et aussi un moment où il y a une décompensation, on a recours à une ventilation invasive, on n'arrive pas à repasser en ventilation non invasive. Suivante. Deuxième catégorie d'indication, c'est l'inefficacité de la ventilation non invasive qui est définie par le fait qu'on n'arrive pas à corriger cette hypoventilation, l'évacuation du CO2 et l'entrée de l'oxygène, des troubles associés qui laissent penser qu'on ne maîtrise pas la ventilation et puis aussi des gros troubles interférés.
Et des causes anatomiques aussi, parce qu'on peut se retrouver dans une situation où on n'a plus de choix d'interface parce qu'il y a trop de, il y a des difficultés, on n'arrive pas à trouver une interface efficace, on a des complications à type d'escar ou de choses cutanées. Et là, je vous disais aussi les décompensations respiratoires à répétition, bien qu'on ait essayé d'adapter au mieux la DENI et qu'on y ait ajouté les techniques d'assistance à la toux. Suivante. Donc, autre cas de figure qu'ils ont envisagé, c'est des cas très particuliers qui peuvent être pour encadrer une chirurgie, dont on sait potentiellement délétère sur la fonction respiratoire. Suivante. Donc ça, c'est une particulière, parce que c'est plutôt, c'est moins souvent dans la myopathie de Duchenne, c'est plus souvent dans la myotrophie spinale pour encadrer des gros gestes opératoires comme des cures, des arthrodèses où on sait qu'il y a un gros risque respiratoire, on préfère l'anticiper pour faire les choses dans les bonnes conditions, quitte à après repasser à la ventilation non invasive. Puis il y a quelques indications à la marge que je n'ai pas détaillées parce qu'elles concernent moins c'est dans les ventilations non invasives chez les nourrissons, les petits-enfants, donc qui concernent moins les myopathies de Duchenne et de Becker. Donc, en tout état de cause, donc la recommandation, c'est vraiment qu'il y ait une concertation pluridisciplinaire sur l'indication et la réalisation de cette technique suivante. Et donc, si on reprend par l'autre bout, ouais. Ouais, alors pardon, ouais, mon fils m'a proposé ça me semblait un peu fort, donc j'ai refusé. Son généraliste m'a proposé de l'acupan. Ça fonctionne un peu. Il m'a dit ça suite à des explications, j'ai l'impression d'avoir bien fait. Pouvez-vous me confier ce que je dois faire de plus? Après, c'est que vous n'étiez pas prêt. Donc ça, c'est surtout, c'est ça qui est important. Pour répondre sur l'encombrement, j'avoue que il faut, je vois pas trop le rapport de cause à effet, mais là, si c'est encombrement actuellement, c'est une bonne chose. Vraiment essayer, si possible, je ne sais pas s'il a accès à des techniques d'assistance à la toux, au maximum sa fonction respiratoire, une stabilité de son état respiratoire, c'est d'essayer d'utiliser bien régulièrement les autres techniques dont on a parlé, en particulier tout ce qui est de désencombrement pour essayer de calmer au maximum les choses. Hein. C'est vraiment l'association de ces deux types de techniques. Et je pense, alors ça paraît brutal, il y a un moment, il faut sujet parce qu'il faut avoir le temps. Je pense que c'est difficile, voire douloureux, mais c'est de se dire ce qui va se passer si j'ai une complication et d'essayer d'anticiper au maximum ce qu'on souhaite. Donc, c'est, je pense, des discussions difficiles, mais qui sont importantes pour que justement le souhait du patient puisse être respecté au maximum si on se retrouve dans une situation d'urgence où il va falloir décider. Vous avez mentionné la VNI, mais j'ajouterais d'en faire dans la journée aussi. Bah, ça, c'est possible, sur les respiratoires. Voilà. Donc, voilà. Est-ce que ça correspond à la réparation de sa fonction respiratoire? Nocturne suffit pour couvrir, pour suffisamment reposer le système respiratoire pour qu'il soit efficace dans la journée, ou est-ce qu'il faut augmenter la durée de ventilation pour justement éviter qu'il y ait un épuisement de la pompe ventilatoire qui pourrait exposer à des risques accrus d'encombrement et de surinfection, de décompensation. Donc, c'est comme c'est dit dans les recommandations, c'est d'essayer d'optimiser la VNI. On a encore de la marge de manœuvre. Il faut optimiser les techniques de VNI, vraiment bien revoir les techniques de désencombrement et puis se dire s'il y avait une complication, une difficulté, qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on veut faire, où on veut aller. C'est des questions qu'on peut se poser à un moment. Et si on a dit ça, et ben à un autre moment, on peut penser autre chose et on a le droit de changer d'avis dans un sens comme dans l'autre. Pour y avoir passé, et nous, ça a été une semi-urgence, VNI, ça marchait pas. Donc, il a bien fallu y passer. Hein. Quand vous appelez 2 fois le SAMU avec des poux à 200, vous faites pas 3 fois, quoi. Mais il faudrait quand même dédramatiser la trachéo
La trachéo, c'est pas une fin de vie, c'est pas une fin de mouvement, c'est pas une fin de vacances. La seule chose qu'on peut plus faire, c'est d'aller dans la piscine. Et encore, on y arrive parce qu'on n'est plus étanche. Mais de plus, la trachéo, ce n'est pas grave. C'est juste un mode de vie différent. Il faut balader beaucoup plus de bordel. Donc, il faut s'organiser mieux, mais c'est pas un drame. Et on vit très bien avec une trachéo. Demandez-lui, ça fait 23 ans. Tu as prouvé? Ok. Il a dit, je le dis dans le micro. Donc, parce que aussi, si en amont, c'est avoir le temps d'y réfléchir. Voilà, une vie, mais ça laisse le temps aussi de réfléchir à la question de parce que parfois, ce qui fait peur, nous, on peut avoir des réponses parce qu'il y a la représentation qu'on s'en fait par rapport à ce que c'est en réalité. Voilà. Donc, voilà. D'accord. Donc, le pire, c'est d'être toujours à distance audible des alarmes de la machine respiratoire, ce qui peut représenter aussi une contrainte, hein, ça c'est clair. Ouais, là aussi, il y a du travail à faire et il y a des d'élections de tâches, ouais. Pour finir, sur les indications, donc ça, c'est des indications en urgence, mais c'est exceptionnel, hein, c'est-à-dire c'est un moment où on doit faire une ventilation, on n'arrive pas à la faire et on se retrouve parce qu'un obstacle anatomique, c'est des choses qui peuvent arriver exceptionnellement, mais qui arrivent chez des patients neuromusculaires quand il y a des arthrodèses vous voyez, très rigides où le patient, on dit en jargon médical qu'on ne peut pas exposer, on ne peut pas l'intuber et donc ça peut arriver qu'on se retrouve confronté à une décision comme ça, mais c'est quelque chose de très rare à l'heure actuelle. Surtout que les techniques aussi d'intubation, les aides à l'intubation ont pas mal aidé, mais il reste des situations où on peut se retrouver dans cette situation-là où c'est décidé en urgence, mais c'est très rare. Suivante. Ça, c'est pour rejoindre ce qu'on avait dit au départ. Suivante, dans la décision absolue, identifiée par les experts, c'est l'accord du patient. C'est une décision qui est prise de façon collégiale. C'est une décision où tout le monde doit participer et la première priorité, c'est de respecter le projet de vie du patient et de l'aider. Ça peut être exprimé ou non dans des directives anticipées. Les directives anticipées, c'est que ça permet d'avoir pour des professionnels de santé qui ne connaissent pas le patient, d'avoir un peu ce que lui souhaite, mais savoir aussi que quand on écrit des directives anticipées, ça ne veut pas dire qu'on a signé avec son sang et qu'on ne peut pas changer d'avis. Hein, ça, c'est quelque chose d'important. Ouais. Oui, qui me semble tout. Marcella Gargiulo a vraiment changé cette terminologie de discussion anticipée plutôt que de directive. Et je suis d'accord parce que c'est aussi important de dire quand on a ces discussions-là, c'est pas quelque chose, on n'a pas signé un contrat et plus jamais on peut changer d'avis. On a le droit de changer d'avis à tout moment. Et donc, dispositif suivant, faire le son. Donc, on est d'accord, c'est une technique de deuxième intention dont la décision, elle doit être prise en concertation avec le patient, son entourage et les professionnels de santé qui l'entourent et qui s'occupent de lui. Et c'est là aussi, ce que vous disiez, c'est aussi de dédramatiser. C'est plus on peut en discuter à froid, plus ça permet de préparer les choses et d'adapter l'environnement et d'organiser les soins autour du patient. Donc ça, c'est un dispositif suivant. Donc ça, c'est un petit parce que c'est pas encore publié. C'est un travail qui a été fait par un thésard chez nous qui a travaillé avec des patients de l'AFM, qui a fait une grosse enquête chez des patients neuromusculaires ventilés, en ventilation invasive et en ventilation non invasive. Ce sont des questionnaires de qualité de vie validés qui posent la difficulté que les questionnaires de qualité de vie validés, c'est validé pas pour des populations neuromusculaires. Néanmoins, ce que vous voyez, c'est qu'il n'y a pas de différence entre les deux catégories. Et donc ça, c'est résumé sur le diagramme ici. Plus proche du bord, vous êtes à 100% de réponse, plus
milieu, plus la qualité de vie est dégradée. Donc, ce qui est dégradé, c'est le score fonctionnel, parce qu'il y a la perte de la marche, etc. Mais vous voyez que, alors c'est pas c'est pas, enfin, je vous dis que c'est pas significatif, si globalement un tout petit peu, et plutôt en faveur de des patients trachéotomisés. Donc, ce que ça veut dire, c'est que, voilà, en termes de qualité de vie ressentie par le patient, il n'y a pas une différence qui est spectaculaire entre les deux. Donc, ce qui rejoint ce que vous dites. En revanche, ce qui n'est pas dans une échelle de qualité de vie, c'est l'impact sur la charge en soins, sur l'entourage, sur le fait que vous devez à portée d'oreille du ventilateur. Un, dans la plupart des cas, de rétablir une parole, et puis deuxièmement, qui améliore aussi la déglutition des patients, parce que le ballonnet, ça a pas mal de conséquences. Et donc, ce qui est recommandé pour la ventilation sur trachéotomie, ça c'est aussi dans les c'est pour ça que ce travail aussi d'experts, parce que c'est pas seulement quand est-ce qu'il faut trachéotomiser, mais comment on fait après, avec pas mal de recommandations pour aiguiller les personnes qui s'occupent de patients qui ont des maladies neuromusculaires, en disant qu'en on va essayer de faire une ventilation à fuite, à ballonnette dégonflée, pour essayer de rétablir la parole. C'est pas facile, hein, c'est pour ça aussi, pour certaines équipes, ça peut être difficile d'y arriver. On y est toujours, mais les objectifs, parce que euh, c'est vraiment quelques centres. La problématique aussi du choix de canule qui va être souvent limité, et puis aussi qui nécessite une expertise pour choisir au mieux les canules les plus appropriées. D'autant plus que là, actuellement, on est confronté aussi aux problématiques des fabricants de canules où ils se sont rachetés les uns les autres. Il y a eu plein de canules qui ont été arrêtées. Donc, on a une grosse problématique par rapport à ça là actuellement. Ça fait partie des difficultés auxquelles on a à faire face, quoi. Donc, voilà. Je vous en prie. Je vais dire un mot sur la ventilation. On a vu beaucoup de masques. Pardon, j'arrête pas de demander hier. En fait, voilà. Donc, parce que nous, on avait en fait ici sur la photo, donc on voyait pas la photo. C'est ça. En fait, j'étais là en train de. C'est là où j'ai dit il y a la ventilation par pièce buccale ou par pipette, hein, aussi on appelle comme ça, qui est un élément extrêmement important pour justement pouvoir augmenter la durée de ventilation sans être avec un masque en permanence sur la figure qui peut gêner la parole, la communication, puis aussi qui pose le problème d'avoir une interface adhérent pendant 24 heures sur 24, ce qui peut poser des problèmes cutanés. Et donc la pipette, c'est un élément hyper important, mais qui là aussi va nécessiter un tout petit peu d'adaptation. On ne peut pas juste la mettre comme ça, il faut discuter un peu, parce qu'on passe d'années où on a eu une interface comme ceci, où quand même on dit il faut fermer la bouche, il ne faut pas qu'il y ait de fuite, il faut être comme ça, à la pipette où ça n'a rien à voir, où si fumeur de narguilé, j'ai mon narguilé, c'est ça que j'utilise maintenant pour des patients, c'est comme une cigarette électronique ou un narguilé ou une pipe. Vous voyez, vous inhalez et vous soufflez pas dans le tuyau, vous soufflez à l'extérieur, parce qu'il y a des petits trucs à prendre, et si on ne prend pas le temps de bien l'expliquer avec le patient, ouais, il faut qu'il change le petit truc, parce que ça fait des années qu'on lui dit il faut fermer, il faut qu'il n'y ait pas de fuite, il faut vraiment le truc. Et moi, j'ai essayé, c'était sur un stand, la pipe, j'ai fait comme les patients, je lui ai pris la pipe, puis je respirais dans le ventilateur, puis je dis c'est donc, c'est une technique qui est très intéressante, qui est importante, mais c'est pas spontané. Donc, il faut prendre un petit peu de temps pour l'introduire et la
Alors, par exemple, nous, l'équipe, parce qu'on s'est dit, on met la pipette et on ne sait pas ce qui se passe. Donc, on a fait une étude avec des patients neuromusculaires. On a fait comme des polygraphies, vous savez, les examens du sommeil, mais dans la journée pour regarder comment c'était. Et on voit bien, ça se normalise. Bon, il lâche la pipette, ça va remonter plus ou moins rapidement, mais ça normalise, c'est efficace. Ouais, ouais. Voilà. Les 2 questions, parce que vous avez une question, je prends. Que ça. C'est une habitude. Vous avez une organisation qui permet de faire ça. Parce que ça dépend de l'environnement, comment ça se passe à la maison. Et les patients spontanément qui vont me dire: «Je ne peux pas passer avec un masque qui me prend la bouche, je ne peux pas appeler la nuit, c'est hyper important pour moi pour appeler». Parce que nous, on comprend tout à fait et respecter ça. C'est là qu'on est obligé de compromis sur la ventilation, entre l'efficacité de la ventilation, le confort du patient et fois, on est sur un équilibre qui est pas, enfin, n'est pas aussi efficace qu'on le souhaiterait, mais il faut respecter cette triade-là. Hein, et c'est faux, mais bon, à la que vous êtes organisé comme ça, il est habitué comme ça. Mais si je suis euh, parce que ça va dépendre, et c'est vraiment une décision qui doit être prise de façon concertée aussi. Parce que de faire des trucs à l'hôpital ou dans un milieu hospitalier avec une équipe de soins, des infirmières qui mettent le masque, les patients sont surveillés, puis après de vous renvoyer à la maison sans avoir réfléchi à comment ça se passe à la maison. Et donc ça, c'est hyper important d'avoir des décisions qui sont prises, qui sont avec la sécurité de la maison. Il faut trouver entre ces différents points.